Lorsque je me suis levé pour recevoir une croix de la valeur militaire pour avoir survécu à une embuscade à Gao, mon père a grincé, chanceuse, pas courageuse. Le général a alors révélé la trahison, notre embuscade avait été orchestrée grâce à une fuite de ma propre famille. Je suis la sergente Sophie Dubois, 29 ans, et j'ai survécu à une embuscade à Gao qui m'a laissé des cicatrices d'éclats d'obus et une croix de la valeur militaire. Pendant des années, j'ai porté ma famille sur mon dos, payant les factures, couvrant les erreurs, et me présentant toujours en uniforme alors qu'ils se moquaient de mon service. Mais lorsque je me suis levé pour recevoir cette médaille, et que mon propre père a ricané, elle a eu de la chance, pas du courage, la vérité a éclaté. Ils avaient vendu des renseignements à ceux-là même qui avaient essayé de me tuer. Je me tenais dans ma tenue de cérémonie, le tissu impeccable contre ma peau, attendant qu'on appelle mon nom. La salle de cérémonie bourdonnait de conversations feutrées et du bruissement des programmes, mais je sentais des yeux posés sur moi depuis la section réservée à la famille. Pas les regards fiers et rayonnants que l'on attendrait à une cérémonie de remise de médailles. Ceci était différent, calculateur, froid. Mon père était assis au 3e rang, les bras croisés, cette expression familière de scepticisme gravée sur son visage buriné. Il l'avait porté toute ma vie, quand j'étais au tableau d'honneur, quand j'ai terminé mes classes, quand j'ai obtenu ma première citation. Rien de ce que je faisais ne semblait jamais à la hauteur de la norme qu'il s'était fixée. Aujourd'hui aurait dû être différent. Aujourd'hui, je recevais une reconnaissance pour avoir survécu à une embuscade à Gao qui avait tué 3 de mes camarades d'escouade et m'avait laissé des cicatrices d'éclats d'obus et un traumatisme crânien qui me donnait encore des maux de tête. Mais il était là, secouant légèrement la tête à quelque chose que mon frère lui chuchotait à l'oreille. Tristan avait ce sourire narquois qu'il avait perfectionné au lycée, celui qui disait qu'il savait quelque chose que vous ne saviez pas. À côté de lui, ma sœur Mia faisait défiler son téléphone, levant occasionnellement les yeux avec un agacement à peine dissimulé. Maman était assise, raide, son sac à main serré sur ses genoux comme une armure, son visage un masque de patience polie. Les officiers en uniforme autour de moi dégageaient une fierté et un respect tranquille. C'étaient les miens maintenant, depuis 8 ans. Ils comprenaient ce que signifiait le ruban rouge et blanc et l'étoile de vermeil, ce qu'il en coûtait de les mériter. Mais ma famille, ils traitaient cette cérémonie comme une obligation, quelque chose à endurer plutôt qu'à célébrer. Je repensais à l'appel que je leur avais passé pour leur annoncer cet honneur. La réponse de papa avait été typique. Bon, je suppose que c'est déjà ça. Pas de félicitations, pas de fierté, juste une reconnaissance à contre-cœur que quelque chose s'était passé. Tristan avait éclaté de rire. Une médaille pourquoi? T'être fait blesser. Il les distribue comme des bonbons maintenant. Mia avait été plus directe. Est-ce qu'on est vraiment obligé de venir? J'ai des projets ce week-end-là. Seule maman avait montré un peu d'enthousiasme, mais même le sien semblait forcé. Bien sûr qu'on sera là, ma chérie. Nous sommes si fiers. Mais j'avais entendu la conversation se poursuivre en arrière-plan après qu'elle ait cru avoir raccroché. Fière de quoi? C'est elle qui a choisi d'aller là-bas. Elle s'attendait à quoi? Ses commentaires m'avaient blessé, mais ils n'étaient pas nouveaux. Pendant des années, ma famille avait traité mon service militaire au mieux comme un inconvénient, au pire comme une trahison. Quand je me suis engagé juste après le lycée, papa avait appelé ça à fuir ses responsabilités. Quand j'avais refusé l'université pour poursuivre ma carrière militaire, il avait dit que je gaspillais mon potentiel. Quand j'ai été déployé au Mali, Mia s'était plainte que j'abandonnais la famille au moment où ils avaient le plus besoin de moi. Ce besoin semblait toujours tourner autour de l'argent. Malgré leur critique constante de mes choix, ils n'avaient jamais hésité à demander de l'aide quand les temps étaient durs. Les mensualités de la voiture, le loyer, les dépenses imprévues, tout cela devenait en quelque sorte ma responsabilité. J'avais envoyé des milliers d'euros à la maison au fil des ans, de l'argent qui aurait pu servir à mon propre avenir, à mes propres objectifs. Mais la famille, c'est la famille, et la loyauté était profonde, même quand elle n'était pas réciproque. Le schéma était si bien établi que j'avais cessé de le remettre en question. Ils critiquaient, je subvenais. Ils méprisaient mes réussites, je m'efforçais encore plus de gagner leur approbation. Ils traitaient mon service comme de l'égoïsme, j'envoyais des chèques plus importants pour prouver mon dévouement. C'était une danse que nous exécutions depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il pouvait y avoir d'autres pas. Mais assise dans cette salle de cérémonie, regardant mon père vérifier sa montre et mon frère lever les yeux au ciel pendant le discours d'ouverture, quelque chose a changé.
Ce n'était pas seulement de l'indifférence. C'était un mépris actif. Ils n'étaient pas simplement peu impressionnés par mon service. Ils en voulaient. Ils m'en voulaient. Le général s'est avancé vers le podium, sa voix portant sans effort dans toute la salle. Il a parlé de sacrifice, de courage au feu, du prix de la liberté. Le langage de cérémonie standard, mais prononcé avec la gravité de quelqu'un qui en comprenait le poids. Pendant qu'il parlait, j'ai surpris ma famille échangeant des regards, pas les regards complices de fierté partagée, mais autre chose. Quelque chose qui m'a noué l'estomac d'un malaise. Quand mon nom a enfin été appelé, je me suis avancé sur des jambes tremblantes. Les applaudissements étaient chaleureux, respectueux, mais je les entendais à peine, le sang battant à mes oreilles. Ce moment avait mis 2 ans à arriver. 2 ans d'évaluation médicale, de paperasse, de retards administratifs, 2 ans de guérison physique et mentale de ce qui s'était passé dans cette rue poussiéreuse de Gao. J'avais imaginé ce moment d'innombrables fois. Dans mes rêveries, ma famille comprenait enfin. Voyait enfin que mon service signifiait quelque chose, que je n'étais pas la déception qu'ils avaient dépeinte. J'avais imaginé le visage de papa s'adoucir de fierté. Maman essuyant des larmes, mes frères et sœurs me regardant avec un nouveau respect. Au lieu de cela, alors que je m'approchais du général, j'ai entendu la voix de mon père fendre le silence cérémoniel. Elle a eu de la chance, pas du courage. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. De la chance, pas du courage. Après tout ce que j'avais survécu, tout ce que j'avais enduré, il réduisait cela à de la chance. L'officier à côté de moi l'a entendu aussi. J'ai vu sa mâchoire se crisper, ses yeux se plisser alors qu'il localisait la source du commentaire. D'autres participants se sont agités, mal à l'aise, la nature inappropriée de l'éclat se propageant dans la foule comme une pierre jetée dans une eau calme. Mais c'est la réaction du général qui m'a vraiment troublé. Il ne s'est pas contenté de faire une pause dans son discours préparé. Il s'est arrêté complètement, ses yeux passant de mon père à moi et vice-versa. Il y avait quelque chose dans son expression, une reconnaissance qui allait au-delà de la simple désapprobation de l'interruption. Il avait l'air d'un homme qui venait de voir un de ses soupçons se confirmer. La cérémonie s'est poursuivie, mais le moment avait été empoisonné. Ce qui aurait dû être le couronnement de ma reconnaissance militaire me semblait souillé, éclipsé par le mépris public de ma famille. Alors que le général épinglait la médaille sur mon uniforme, j'ai senti son poids différemment de ce à quoi je m'attendais. Pas comme un honneur, mais comme la preuve d'un fossé qui pourrait être trop large pour être comblé. Les applaudissements ont repris, mais tout ce à quoi je pouvais penser était le regard dans les yeux du général, et la certitude que cette cérémonie était sur le point de devenir quelque chose de complètement différent de ce que nous avions tous prévu. Les mains du général étaient fermes alors qu'il épinglait la croix de la valeur militaire sur mon uniforme. Mais quand il a levé les yeux vers moi, il y avait quelque chose dans son regard qui n'y était pas quelques instants plus tôt. Pas seulement le respect formel dû à une combattante blessée, mais quelque chose de plus vif, de plus personnel. « Félicitations, sergente, dit-il, sa voix portant jusqu'aux 4 coins de la salle. Mais il ne recula pas. Au lieu de cela, il se tourna pour s'adresser au public, son regard balayant l'assemblée avant de se poser sur la section de ma famille. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, son ton passant de cérémoniel à quelque chose de plus grave. Aujourd'hui, nous honorons non seulement le courage au combat, mais aussi la survie face à des obstacles insurmontables. » J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Cela ne faisait pas partie du script standard. Le général sortit de sa veste un dossier manille, du genre utilisé pour les documents classifiés. Ça m'a asséché la bouche. L'embuscade qui a blessé la sergente Dubois n'était pas le fruit du hasard, poursuivit-il, ses mots tranchant la salle comme une lame. Nos renseignements ont été compromis. Des informations sur les mouvements de troupes, les itinéraires de patrouille et les horaires opérationnels ont été divulgués aux forces ennemies. Le silence dans la pièce était absolu. Même mon père avait cessé de s'agiter. Je pouvais voir la couleur quitter le visage de ma mère. Le téléphone de Mia était oublié sur ses genoux. Tristan était soudainement très immobile. Le général ouvrit le dossier, ses yeux parcourant le contenu avant de regarder directement ma famille. La fuite provenait de sa famille. Les mots ont frappé la pièce comme une grenade. Des halètements ont éclaté dans le public. Des officiers se sont tournés pour regarder les silhouettes soudainement pâles du 3e rang. J'ai senti le monde basculer sous mes pieds, mon sang-froid soigneusement contrôlé menaçant de voler en éclats. « C'est impossible, dit papa,
sa voix se brisant alors qu'il se levait à moitié de son siège. Nous ne ferions jamais. Les relevés téléphoniques, Monsieur Dubois. Les communications par email, les transactions financières. La voix du général était glaciale, professionnelle, chaque mot prononcé avec précision. L'enquête est en cours depuis 18 mois. Vos conversations avec des individus identifiés plus tard comme des agents de renseignement étrangers. Les informations partagées sur le déploiement de votre fille, l'emplacement de son unité, leur calendrier opérationnel. Maman secouait frénétiquement la tête. Nous ne savions pas. Nous n'avions aucune idée de qui étaient ces gens. Ils ont dit qu'ils étaient des journalistes, des chercheurs. Ils vous ont payé, déclara sèchement le général. Des sommes considérables. De l'argent qui, par coïncidence, est arrivé juste avant chaque demande d'information sur les activités de votre fille à l'étranger. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté écœurante. L'amélioration soudaine de leur situation financière pendant mon déploiement. Le nouveau pick-up de papa. Les vacances qu'ils avaient prises pendant que je me faisais tirer dessus à Gao. Le prêt étudiant de Mia mystérieusement remboursé. L'acompte de Tristan pour son appartement. Tout cela financé par les renseignements vendus sur moi, sur mon unité, sur des opérations qui ont fait tuer mes amis. On pensait que c'était anodin, dit Tristan, son sourire narquois habituel remplacé par une panique non dissimulée. Juste des informations générales. Rien de spécifique. Rien de spécifique? La voix du général s'éleva légèrement, la première fissure dans son comportement professionnel. Les itinéraires de patrouille sont anodins? Les affectations de véhicules? Les protocoles de sécurité de la base? J'ai retrouvé ma voix, bien qu'elle ne soit sortie que comme un murmure. L'embuscade. Il savait que nous arrivions. Le général hocha sombrement la tête. Il connaissait votre itinéraire, votre timing, les positions de vos véhicules. Il le savait parce que votre famille a fourni des informations détaillées sur les opérations de votre unité en échange d'argent. La salle bourdonna de murmures choqués. Je pouvais sentir les yeux de mes compagnons d'armes sur moi. Certains remplis de sympathie, d'autres du genre de suspicion qui me suivrait pendant des années, la fille de traître. Le soldat dont la propre famille l'avait vendu. C'est de la folie, dit Mia, sa voix aiguë. Nous ne sommes pas des espions. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous avions besoin d'argent. Vous aviez besoin d'argent, répétai-je, les mots me semblant étrangers dans ma bouche. Alors vous avez vendu des informations qui ont fait tuer des soldats. On ne savait pas. Maman pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Ils nous ont dit que c'était pour une recherche universitaire, pour comprendre les familles de militaires. Ils n'ont jamais dit que ce serait utilisé contre toi. Le général referma le dossier d'un coup sec. L'ignorance n'est pas une excuse pour la trahison, Madame Dubois. Votre famille a accepté des paiements d'agents étrangers en échange d'informations classifiées sur les opérations militaires françaises. 3 soldats sont morts dans cette embuscade. Votre fille a survécu par chance et par entraînement, pas grâce à une quelconque considération de votre part. Papa s'était affaissé sur son siège, le visage gris. L'homme qui avait passé ma vie entière à remettre en question mes choix, à mépriser mes réussites, venait d'être exposé comme la raison pour laquelle j'avais failli mourir. La raison pour laquelle mon chef d'escouade ne rentrerait jamais chez sa femme et ses enfants. La raison pour laquelle notre infirmier ne finirait jamais le diplôme de vétérinaire qu'il préparait entre 2 déploiements. La cérémonie va se poursuivre, annonça le général à la salle. La sergente Dubois a mérité cet honneur par son service et son sacrifice. Le fait que son sacrifice ait été rendu nécessaire par la trahison de sa famille ne rend sa survie que plus remarquable. Il se retourna vers moi, son expression s'adoucissant légèrement. Votre croix de la valeur militaire représente non seulement les blessures reçues au combat, mais aussi votre survie malgré avoir été vendue par ceux qui auraient dû vous protéger. Cela ne fait pas de vous seulement une femme courageuse, sergente. Cela fait de vous une femme extraordinaire. Les applaudissements qui suivirent étaient différents maintenant. Pas seulement respectueux, mais protecteurs. Mes compagnons d'armes comprenaient ce que cette révélation signifiait. Comment cela changerait tout dans ma relation avec ma famille, mon sens de la confiance, ma compréhension de la loyauté elle-même. Alors que la cérémonie se terminait et que les gens commençaient à sortir, ma famille resta figée sur leur siège. Le poids de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'ils avaient causé, s'abattant sur eux comme un linceul.
Ils avaient voulu diminuer mon service, réduire mon sacrifice à de la chance. Au lieu de cela, il s'était révélé être la raison pour laquelle le sacrifice avait été nécessaire. En grandissant, j'étais la responsable. Pendant que Tristan passait son adolescence à se faire renvoyer de l'école et que Mia passait d'un petit ami à un autre et de petit boulot en petit boulot, je maintenais de bonnes notes, je travaillais l'été pour économiser pour l'université et j'aidais maman à gérer la maison quand les excès de boisson de papa devenaient graves. Ce n'était pas un rôle que j'avais choisi, mais plutôt un qui m'était tombé dessus par défaut. Papa travaillait dans le bâtiment quand il y avait des chantiers, ce qui n'était pas aussi souvent que les factures l'exigeaient. Maman faisait le ménage pour des familles riches de l'autre côté de la ville, rentrant épuisée et amère, les mains gercées par les produits chimiques et le dos endolori de se pencher sur le désordre des autres. Nous n'étions pas pauvres à proprement parler, mais nous vivions au jour le jour, toujours à une urgence près de la crise. J'ai appris très tôt que la stabilité était quelque chose que l'on se créait soi-même. Tandis que mes frères et sœurs se laissaient porter par leur charme et leurs excuses, je construisais une structure. Course matinale avant l'école, devoir terminer avant le dîner, un travail à temps partiel à la quincaillerie locale qui m'a appris la valeur d'être à l'heure et de tenir ses engagements. L'armée m'attirait parce qu'elle promettait plus de cette structure, de cette fiabilité que je désirais tant. La réaction de papa à mon engagement a révélé la ligne de faille qui définirait notre relation pour les années à venir. Il m'avait poussé à être dur toute mon enfance, m'apprenant à faire une vidange, à manier des outils, à me défendre. Mais quand j'ai canalisé cette dureté dans le service militaire, il l'a vu comme un rejet plutôt qu'une évolution. « Tu te crois meilleur que nous maintenant ?» avait-il dit le soir où j'ai signé mes papiers. Trop bien pour le bâtiment. Trop bien pour l'entreprise familiale. Il n'y avait pas d'entreprise familiale, juste papa qui décrochait des contrats quand sa réputation ne l'avait pas encore rattrapé, quand les entrepreneurs ne connaissaient pas sa tendance à disparaître pendant 3 jours ou à arriver sur les chantiers avec la gueule de bois et l'air combatif. Mais souligner cela aurait signifié reconnaître des vérités que nous nous efforcions tous d'éviter. La réponse de maman était plus compliquée. Fierté mêlée d'inquiétude, soutien entremêlé de culpabilité. « Je veux juste que tu sois en sécurité », avait-elle dit, me lissant les cheveux comme elle le faisait quand j'étais petite. Le monde est assez dangereux sans aller chercher les ennuis. Mais même son inquiétude semblait conditionnelle. Lorsque mon premier salaire m'a permis de contribuer aux dépenses du ménage, son inquiétude pour ma sécurité est devenue secondaire par rapport à sa reconnaissance pour ma contribution. Lorsque mon allocation de logement militaire a signifié que je pouvais aider avec le paiement de la voiture de Tristan, ces questions sur mon bien-être sont devenues des demandes d'aide financière. Le schéma s'est rapidement établi. J'appelais de mes classes et en quelques minutes la conversation passait de mon état à quelle facture devait être payée. Je mentionnais mon prochain déploiement et papa demandait si mon assurance vie était à jour, non par souci paternel, mais parce qu'il avait calculé le montant du versement. Mes frères et sœurs traitaient mon service comme des vacances prolongées financées par l'argent du contribuable. Tristan plaisantait sur le fait que je jouais au soldat pendant qu'il avait de vrais boulots, bien que son historique d'emploi soit au mieux sporadique. Mia voyait mon déploiement comme un abandon, se plaignant que je fuyais juste au moment où elle avait besoin d'aide pour garder les enfants ou pour le loyer. L'ironie ne m'échappait pas. La famille qui critiquait mes choix était devenue financièrement dépendante d'eux. Mon revenu militaire stable subventionnait le travail irrégulier de papa, couvrait les frais universitaires de Mia quand ses bourses ne suffisaient pas, et sortait Tristan des conséquences de ses mauvaises décisions avec une régularité prévisible. Mais je continuais d'envoyer de l'argent parce que c'est ce que faisait la famille. C'est à cela que ressemblait la responsabilité. Même quand les critiques de papa faisaient mal, même quand les demandes de Mia semblaient sans fin, même quand la gratitude de Tristan durait exactement le temps qu'il lui fallait pour dépenser ce que j'avais envoyé. La dépendance était réciproque. J'avais besoin de leur approbation autant qu'ils avaient besoin de mon soutien financier. Chaque chèque que j'envoyais était un argument pour ma valeur, la preuve que mes choix avaient de la valeur, même s'ils ne pouvaient pas le voir. Je pensais que si je me montrais assez utile, assez généreuse, ils finiraient par comprendre que mon service était aussi un service pour eux. Pendant mon premier déploiement au Mali, les appels à la maison sont devenus des bouées de sauvetage vers un monde qui me semblait de plus en plus lointain. Mais même ces conversations portaient le poids familier de l'attente. Papa demandait les taux de la prime de risque. Maman mentionnait des factures en retard. Mia laissait entendre sa dernière crise nécessitant une intervention financière immédiate. Je raccrochais ces appels, me sentant plus isolé qu'au début. Mes camarades d'escouade sont devenus ma vraie famille pendant ce déploiement.
Des gens qui comprenaient le poids de la responsabilité, qui partageaient le fardeau de se protéger mutuellement. Ils n'avaient pas besoin que je prouve ma valeur par des virements bancaires. Ma valeur pour eux se mesurait en compétence, en fiabilité, en loyauté. Mais la loyauté du sang est plus profonde que la logique. Même quand je reconnaissais le schéma, même quand je voyais à quel point la relation était à sens unique, je ne pouvais pas m'en libérer. C'était ma famille. Famille signifiait sacrifice. Cela signifiait mettre leurs besoins avant les miens, leur sécurité avant mon confort. Je me disais que leurs critiques venaient de l'amour, de l'inquiétude face à des dangers qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Je me suis convaincu que leur dépendance financière était temporaire, qu'ils finiraient par se stabiliser et que la relation s'équilibrerait. Je croyais que mon service, mon sacrifice, finirait par me valoir le respect que je cherchais depuis l'enfance. La cérémonie de la croix de la valeur militaire était censée être le moment où cela se produirait. Le moment où ils verraient enfin que mes choix avaient un sens, que mon service avait une valeur au-delà des chèques que j'envoyais à la maison. J'avais imaginé le visage de papa quand le général décrirait ce que j'avais survécu, comment j'avais mérité cette reconnaissance. Au lieu de cela, j'ai appris que la même famille que je soutenais avait vendu des informations sur mon service à des gens qui voulaient ma mort. Les suites de la révélation du général, c'était comme vivre dans un bocal à poissons. Chaque conversation s'arrêtait quand j'entrais dans une pièce. Mes collègues officiers offraient des condoléances soigneusement formulées qui ressemblaient plus à de la sympathie pour un diagnostic en phase terminale. L'enquête qui a suivi a consumé des semaines de ma vie, interrogatoire, tests polygraphiques, réévaluation d'habilitation de sécurité qui déterminerait si j'avais un avenir dans l'armée. Mais rien de tout cela n'était comparable à la boucle qui tournait dans ma tête, celle de ce matin à Gao où tout a mal tourné. Nous étions à 3 véhicules dans ce qui aurait dû être une patrouille de routine. J'étais dans le 2e VBL, assurant les communications avec nos observateurs avancés quand le monde a explosé autour de nous. Le I a complètement détruit notre véhicule de tête. Jacquet, Martinez et Chabot, partis en un instant. Les engins secondaires ont pris notre véhicule et celui derrière nous dans un feu croisé d'éclats et de tirs d'armes automatiques. Ce dont je me souvenais le plus clairement, ce n'était pas la douleur ou le chaos, mais la précision. La perfection du positionnement de l'embuscade. Comment ils avaient su exactement où placer les charges pour un maximum de dégâts, comment le timing de l'attaque secondaire suggérait qu'ils connaissaient notre itinéraire exact, notre vitesse, et même nos protocoles radio. À l'époque, nous avions attribué cela à la malchance et à la confiance de l'ennemi. Les forces ennemies s'étaient améliorées pour prédire les tactiques françaises, nous nous disions. Ils avaient appris des engagements précédents, adapté leur stratégie. L'alternative, que quelqu'un de notre côté leur avait fourni des informations, était trop terrible pour être sérieusement envisagée. Maintenant, je connaissais la vérité. Ma propre famille avait fourni les renseignements qui ont tué mes amis et ont failli me tuer. L'argent qu'ils avaient perçu pour trahir les opérations françaises avait payé le pick-up de papa, les études de Mia, la compte de Tristan. De l'argent du sang, littéralement. L'enquête a révélé toute l'étendue de leur coopération. Des appels téléphoniques avec des personnes se prétendant chercheurs étudiant les familles de militaires, des échanges de mails fournissant des détails sur les calendriers de déploiement, les emplacements des bases, les procédures de sécurité opérationnelle, des dépôts bancaires qui correspondaient précisément à chaque transfert d'informations. Les montants étaient stupéfiants. En 2 ans, ils avaient perçu près de 100 000 € pour ce qu'ils prétendaient être de la recherche universitaire. 100 000 € pour vendre leur propre fille et chaque soldat qui servait à ses côtés. On pensait que c'était anodin, n'arrêtez pas de répéter maman lors de la réunion de famille exigée par les enquêteurs militaires. Ils ont dit qu'ils écrivaient des articles sur les familles de militaires, sur l'impact des déploiements sur les relations. Quels articles, a demandé l'enquêteur principal. Pouvez-vous nous montrer des recherches publiées qui ont résulté de ces informations? Bien sûr, ils ne le pouvaient pas, car il n'y avait pas d'article. Pas de recherche. Juste de la collecte de renseignements qui avait fait tuer des soldats et avait failli me tuer aussi. Papa est resté silencieux pendant la majeure partie de la réunion, son assurance d'avant remplacée par le genre de choc vide qui vient lorsqu'on fait face à des conséquences que l'on n'aurait jamais cru voir arriver. Interrogé sur ses motivations, ses réponses étaient pathétiquement prévisibles. L'argent était bon, a-t-il admis. Régulier. Plus que ce que je gagnais dans le bâtiment. Ils ont dit que c'était légal, qu'ils avaient l'approbation du gouvernement pour leurs recherches. L'approbation du gouvernement, répéta sèchement l'enquêteur. De quelle agence? Il.
Ils ont dit que c'était classifié, qu'ils ne pouvaient pas fournir de documentation à cause des protocoles de sécurité. Même en le racontant, papa semblait comprendre à quel point cela sonnait ridicule. Des agents étrangers prétendant avoir l'approbation du gouvernement pour des recherches classifiées qu'ils ne pouvaient pas documenter, payant des sommes substantielles pour des informations sur les opérations militaires françaises. C'était le genre d'arnaque évidente qui aurait dû déclencher toutes les sonnettes d'alarme, sauf que la cupidité les avait rendus stupides. La justification de Mia était encore plus exaspérante. On avait besoin d'argent, a-t-elle dit, comme si cela expliquait tout. Tu sais combien coûtent les études? Combien coûtent les prêts étudiants? Tu étais à l'étranger à gagner bien ta vie et nous, on galérait ici. J'étais à l'étranger à me faire tirer dessus, ai-je répondu, ma voix plus stable que je ne le sentais, par des gens utilisant les informations que vous avez fournies. On ne le savait pas, a-t-elle rétorqué. Comment on était censé savoir ce qu'ils en faisaient vraiment? C'était le cœur du problème. Ils avaient choisi de ne pas savoir. Choisi de ne pas poser les questions évidentes parce que l'argent était trop bon et le besoin trop grand. Ils avaient vendu leur propre fille, leur propre pays, parce que c'était plus facile que de trouver des solutions légitimes à leurs problèmes. Tristan a essayé une approche différente, une qui a coupé encore plus profondément que l'égoïsme de Mia ou la cupidité de papa. Tu n'as jamais vraiment fait partie de cette famille, de toute façon, a-t-il dit lors d'un échange particulièrement houleux. Tu t'es toujours cru meilleur que nous, toujours à nous juger. Peut-être que ça prouve juste ce qu'on savait tous déjà. L'accusation était conçue pour blesser et elle a réussi, car une partie de moi s'était toujours sentie séparée d'eux, différente d'une manière qui allait au-delà des choix de carrière ou d'une philosophie de vie. Leur volonté de me trahir n'avait pas seulement mis ma vie en danger. Elle avait confirmé que la distance que j'avais toujours ressentie était réelle, justifiée, permanente. Mais comprendre leur motivation ne rendait pas la trahison moins douloureuse. C'étaient les gens qui m'avaient élevé, que j'avais soutenu à travers chaque crise, que j'avais aimé malgré leurs défauts et leurs échecs. La découverte qu'ils avaient accordé plus de valeur à l'argent qu'à ma vie, plus qu'à la vie de mes camarades soldats, plus qu'à la loyauté la plus élémentaire envers leur propre pays, a brisé quelque chose de fondamental dans ma façon de comprendre la famille, la confiance et l'amour. La cérémonie était censée honorer ma survie et mon sacrifice. Au lieu de cela, elle avait révélé que les deux avaient été nécessaires à cause des personnes qui auraient dû me protéger. La décision s'est formée lentement, comme de la glace qui se cristallise sur une eau calme. Pendant des jours après la révélation, j'ai existé dans un étrange état de limbe où les vieilles habitudes luttaient contre une nouvelle compréhension. Mon téléphone sonnait avec le numéro de maman, et je sentais l'envie familière de répondre, de rassurer, de résoudre la crise pour laquelle elle appelait. Puis je me souvenais que sa dernière crise avait été financée par la vente d'informations qui avait failli me tuer. Le premier test est arrivé 2 semaines après la cérémonie. Mia a appelé, la voix pleine de larmes, expliquant qu'elle avait besoin d'argent pour le loyer ou qu'elle serait expulsée. L'ancienne moi aurait demandé combien et promis de le virer avant le lendemain matin. La nouvelle moi, celle qui savait que ma famille avait échangé ma vie contre de l'argent, a écouté son explication et n'a ressenti qu'une clarté froide. Je ne peux pas t'aider, ai-je dit, les mots semblant étranges dans ma bouche. Comment ça, tu ne peux pas m'aider? Tu aides toujours. C'est ce que fait la famille. La famille ne vend pas de renseignements sur les siens à des agents étrangers. Ce n'est pas juste, dit-elle, ses larmes se transformant en colère avec une rapidité familière. On a fait une erreur. On est désolé. Mais tu ne peux pas nous abandonner juste pour une erreur de jugement. Une erreur de jugement. Comme si trahir leur pays et mettre leur fille en danger équivalait à faire un chèque sans provision ou à manquer un rendez-vous. Comme si 2 ans de collecte systématique de renseignements pouvaient être balayés comme une simple erreur. L'argent, c'est fini, lui ai-je dit. Tout. Plus de paiement de loyer, plus d'intervention de crise, plus de sauvetage des conséquences de leur choix. Le silence à l'autre bout du fil a duré assez longtemps pour que je me demande si elle avait raccroché. Quand elle a finalement parlé, sa voix portait un venin que je ne lui avais jamais entendu adresser. Tu vas vraiment nous punir tous pour toujours à cause de ça? Tu vas me laisser devenir sans abri pour quelque chose qu'on n'a même pas compris? Vous avez assez compris pour encaisser l'échec. Mon Dieu, tu es devenue si froide. L'armée t'a vraiment changé, n'est-ce pas? T'as transformé en quelqu'un qui peut abandonner sa famille quand elle a le plus besoin de toi. J'ai mis fin à l'appel sans répondre. Qu'elle pense que l'armée m'avait changé.
Qu'elle blâme mon service pour mon refus de continuer à financer sa vie alors qu'elle justifiait d'avoir vendu la mienne. La vérité était plus simple et plus douloureuse. J'avais enfin arrêté de prétendre que l'obligation était la même chose que l'amour. Tristan a essayé une approche différente, se présentant à mon appartement à l'improviste avec un pack de bière et son sourire le plus charmant. La même combinaison qui avait fonctionné d'innombrables fois auparavant, généralement lorsqu'il avait besoin d'argent pour des réparations de voitures ou une pension alimentaire. « Allez, Serette, dit-il en s'installant sur mon canapé comme s'il était chez lui. Il faut qu'on parle de cette situation familiale. Dépasser tout ce drame et revenir à la normale. La normale, ai-je répété. Tu veux dire revenir à moi qui envoie de l'argent pendant que tu te moques de mon service? C'était juste pour rire. Tu sais bien que je ne pensais rien de mal. On soutient tout ce que tu fais, même si on ne comprend pas toujours. Soutenir. J'ai sorti 2 bières du pack qu'il avait apporté, achetées avec l'argent que je lui avais envoyé il y a 3 mois, et je lui en ai tendu une. C'est comme ça que tu appelles le fait de donner mes horaires de patrouille à des services de renseignement étrangers? Son visage a rougi. On ne savait pas ce qu'ils faisaient avec ces informations. Ils ont dit que c'était pour des recherches sur les familles de militaires. On pensait aider. Aider qui? Pas moi. Pas les soldats qui sont morts parce que vous avez fourni des renseignements aux gens qui essayaient de nous tuer. Écoute, dit-il, se penchant en avant avec l'expression sérieuse qu'il avait perfectionnée pour se sortir du pétrin. On a merdé. Je l'admets. Mais on est une famille. La famille se pardonne. La famille avance ensemble. La famille se protège, ai-je dit. La famille ne se vend pas pour de l'argent. Il a bu une longue gorgée avant de répondre. L'argent a aidé tout le monde, y compris toi. Tu crois qu'on n'en a pas utilisé une partie pour t'aider avec des choses dont tu avais besoin? L'assurance de ta voiture quand tu étais déployé, les frais de stockage pour tes affaires. On était tous dans le même bateau. Le gaslighting était d'une audace à couper le souffle. Il voulait me faire croire que me trahir avait été en quelque sorte pour mon bien, que je devrais être reconnaissante d'avoir été vendue parce qu'une partie de l'argent m'avait indirectement profité. Sors, ai-je dit calmement. Allez, ne sois pas comme ça. On peut arranger ça si tu. Sors de mon appartement. Maintenant. Il est parti, mais pas avant de s'assurer que je comprenais que c'était moi qui brisais la famille, que mon refus de pardonner faisait de moi la méchante de l'histoire. C'était une masterclass en manipulation, le genre de terrorisme émotionnel qui m'avait maintenu docile pendant des années. L'approche de papa fut plus directe et, d'une certaine manière, plus honnête. Il m'a appelé une fois, 3 semaines après la cérémonie, et a délivré son message sans préambule. Tu es en train de détruire cette famille, a-t-il dit. Ta mère pleure tous les jours. Mia risque de perdre son appartement. Tristan parle de quitter la ville parce qu'il n'a pas les moyens de rester. Tout ça parce que tu ne veux pas pardonner une seule erreur. Une seule erreur qui a fait tuer des soldats. Les soldats meurent à la guerre. C'est pour ça qu'ils s'engagent. Mais les familles sont censées durer pour toujours. Le mépris désinvolte du sacrifice militaire. La réduction de la mort de mes amis à des pertes inévitables. L'exigence que je privilégie la loyauté familiale à la justice ou même à la simple autopréservation. Tout ce qui n'allait pas dans notre relation s'est cristallisé en un seul moment hideux. Cette famille a pris fin le jour où vous avez décidé que l'argent était plus important que ma vie, lui ai-je dit. Ne sois pas dramatique. Tu as survécu. Tu vas bien. Mais si tu continues comme ça, tu vas perdre les seules personnes qui t'aimeront jamais vraiment. Je lui ai raccroché au nez. Mais ces mots sont restés, car ils touchaient la peur qui m'avait tenu piégé dans leur dysfonctionnement si longtemps. La peur que sans eux, je n'aurais personne. Que l'amour conditionnel valait mieux que pas d'amour du tout. Il m'a fallu du temps pour reconnaître cette peur comme une autre forme de manipulation, une autre chaîne me liant à des gens qui avaient prouvé qu'ils ne me valorisaient que pour ce que je pouvais fournir. L'enquête a progressé avec une précision militaire. Chaque révélation plus dommageable que la précédente. Les dossiers financiers montraient clairement le schéma, demande d'informations suivie de paiement, calendrier de déploiement suivi de virement, détails opérationnels suivis de dépôt en espèces. Ma famille avait été plus minutieuse dans sa trahison qu'elle ne semblait même le réaliser. Les journaux d'appel ont révélé des communications à toute heure, parfois quotidiennes avec leurs agents traitants. Les archives de mai montraient des renseignements détaillés sur les procédures de sécurité de la base, les rotations de personnel,
même les profils psychologiques des soldats de mon unité. Ils avaient tout fourni, nom, adresse, informations familiales, calendrier de déploiement, habitudes personnelles, vulnérabilités opérationnelles. Les enquêteurs ont brossé le tableau d'une collecte de renseignements systématiques qui allait bien au-delà de ce que ma famille prétendait comprendre. Ce n'était pas une conversation informelle avec des chercheurs. C'était de l'espionnage de niveau professionnel mené par des gens qui s'étaient convaincus qu'ils ne faisaient que répondre à des questions anodines pour de l'argent facile. L'entreprise de bâtiment de papa est devenue une couverture. Son emploi sporadique n'était pas dû à une économie en difficulté ou à des ralentissements de l'industrie. C'était parce qu'il gagnait plus d'argent en vendant des renseignements militaires qu'il n'aurait jamais pu en gagner en construisant des maisons. Les agents étrangers étaient devenus ses principaux employeurs, lui fournissant un revenu stable en échange d'informations sur le service militaire de sa fille. Les clientes de maman pour le ménage comprenaient plusieurs épouses de sous-traitants militaires et d'employés du ministère de la Défense. Les enquêteurs soupçonnaient qu'elle avait été chargée de recueillir des informations dans ses foyers, photos de famille, documents laissés sur des bureaux, conversations téléphoniques surprises. Ces questions innocentes sur le travail de leur mari semblaient soudainement relever de la collecte de renseignements plutôt que d'un intérêt amical. Le financement des études de Mia provenait entièrement des paiements d'espionnage. Ses frais de scolarité, son logement, ses livres, même ses voyages de vacances étaient financés par la vente de soldats français. Confrontée à cette chronologie, elle s'est complètement effondrée, comprenant enfin que toute sa vie d'adulte avait été construite sur de l'argent du sang. Les entreprises de Tristan, le restaurant qui a fait faillite, la société de conseil abandonnée, la série de combines pour devenir riche, tout avait été subventionné par les paiements de renseignements. Son style de vie, son appartement, sa voiture, même ses paiements de pension alimentaire étaient liés à la trahison. Il avait vécu de la vente d'informations qui ont fait tuer des soldats. L'ampleur de l'opération expliquait pourquoi l'embuscade à Gao avait été si précisément exécutée. L'ennemi connaissait non seulement notre itinéraire et notre timing, mais aussi nos fréquences radio, nos procédures opérationnelles standards, et même les habitudes personnelles de chaque soldat. Il savait que Jacquet était toujours dans le véhicule de tête. Il savait que Martinez transportait des fournitures médicales supplémentaires. Il savait que Chabot avait l'habitude de vérifier son équipement de manière obsessionnelle avant les missions. Il le savait parce que ma famille le leur avait dit. La révélation a dévasté les survivants de notre unité. C'étaient des hommes et des femmes qui s'étaient fait confiance au péril de leur vie, qui croyaient que la sécurité opérationnelle était sacrée. Apprendre que l'une des leurs avait été compromise par sa propre famille a brisé quelque chose de fondamental dans la fraternité d'armes, dans l'idée que certains liens étaient incassables. Certains l'ont mieux géré que d'autres. Thompson, notre chef d'escouade, m'a prise à part après une séance d'interrogatoire particulièrement brutale. « Ce n'est pas de ta faute », a-t-il dit simplement. « Tu n'as pas choisi ta famille. Tu n'as pas contrôlé leurs actions. Tu as survécu parce que tu es un bon soldat, pas parce que ce sont de mauvaises personnes. » Mais d'autres ont eu du mal avec les implications. Si ma famille pouvait être retournée, si la loyauté du sang pouvait être achetée, qu'est-ce que cela disait de la sécurité des autres opérations? Combien d'autres familles pourraient fournir des informations aux forces ennemies? Combien d'autres soldats pourraient être compromis sans le savoir? L'enquête s'est étendue, examinant les familles d'autres soldats impliqués dans des opérations compromises. Les résultats ont été dégrisants. Ma famille n'était pas un cas unique. Partout dans l'armée, des agents ennemis avaient réussi à recruter des membres de la famille grâce à une combinaison de pression financière, de manipulation émotionnelle et d'ignorance volontaire des conséquences de leur coopération. Le schéma était désespérément constant, des familles en difficulté contactées par des personnes se prétendant chercheurs ou journalistes, se voyant offrir de l'argent pour des informations apparemment anodines sur leurs proches militaires, puis progressivement entraînées plus profondément dans la collecte de renseignements sans comprendre pleinement, ou vouloir comprendre, ce qu'elles faisaient réellement. Le cas de ma famille est devenu un modèle pour comprendre comment fonctionnaient ces opérations de recrutement. Les enquêteurs ont utilisé notre histoire pour former d'autres personnels de sécurité, pour développer des protocoles de protection des familles de militaires contre l'infiltration ennemie. Ma tragédie personnelle est devenue une étude de cas sur la façon dont des gens ordinaires pouvaient être retournés contre leur propre pays par cupidité, désespoir et auto-illusion. Mais si l'enquête a fourni des réponses, elle n'a pas pu restaurer ce qui avait été perdu. La confiance, une fois brisée à ce niveau, ne se guérit pas simplement avec le temps ou le pardon. Les personnes que j'avais le plus aimées au monde avaient prouvé qu'elles pouvaient être achetées, que leur loyauté avait un prix, que ma vie valait moins pour elles que le confort financier.
L'armée a proposé des conseils, des groupes de soutien, des ressources pour faire face à la trahison familiale dans le contexte de la sécurité nationale. Mais il n'y a pas de manuel pour reconstruire son identité lorsque les personnes qui vous ont façonné se révèlent être des ennemis. Pas de protocole pour réapprendre à faire confiance lorsque votre propre sang vous a vendu. L'enquête s'est conclue par des arrestations, des poursuites et des peines de prison pour les agents étrangers qui avaient dirigé le réseau de recrutement. Les membres de ma famille ont reçu des peines plus légères en échange de leur coopération avec l'enquête, des travaux d'intérêt général, une mise à l'épreuve, des sanctions financières qui mettraient des années à être remboursées. La justice, ont dit les enquêteurs, la responsabilité, les conséquences légales de leurs actes. Mais la justice ne pouvait pas ressusciter Jacquet, Martinez ou Chabot. La responsabilité ne pouvait pas annuler les 2 années de trahison systématique. Les conséquences légales ne pouvaient pas restaurer la foi que j'avais perdue en la famille, en la loyauté, en l'idée que certains liens étaient sacrés. J'avais survécu à l'embuscade à Gao, mais la découverte du rôle de ma famille m'avait blessé d'une manière qu'aucune balle ennemie n'aurait jamais pu le faire. Ils ont essayé de revenir, bien sûr. Les liens familiaux, même empoisonnés, ne se brisent pas nettement. La tentative a commencé modestement. Des cartes d'anniversaire avec des messages soigneusement neutres. Des cadeaux de Noël laissés à la porte de mon appartement. Des invitations à des réunions de famille transmises par des amis communs. Chaque ouverture portait la supposition tacite que le temps guérirait ce qui avait été brisé, que finalement il me manquerait assez pour que je passe outre ce qu'ils avaient fait. Les lettres de maman étaient les plus difficiles à ignorer. Écrites de sa belle écriture sur du papier bleu, elles arrivaient tous les mois, réglées comme une horloge. Chacune était un chef-d'œuvre de mémoire sélective et de manipulation émotionnelle. Elle écrivait sur les dîners de famille que je manquais, sur le vide des vacances sans moi, sur ses problèmes de santé et les difficultés de papa avec le chômage maintenant que son revenu de consultant en recherche avait disparu. Je sais que nous avons fait des erreurs, écrivait-elle. Mais nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Nous t'aimons plus que tout et nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faut pour gagner ton pardon. Tout ce qu'il faut, sauf reconnaître toute l'étendue de ce qu'ils avaient fait. Tout ce qu'il faut, sauf accepter que certaines trahisons sont impardonnables. Tout ce qu'il faut, sauf respecter ma décision de me protéger de tout mal supplémentaire. Mia a essayé une approche différente, se présentant à mon appartement avec sa petite fille en bas âge. Elle avait bien calculé que l'utilisation de ma nièce comme levier serait particulièrement efficace, sachant que j'avais toujours eu un faible pour les enfants et les liens familiaux. Emma demande tout le temps après sa tante Jeanne, a dit Mia, debout sur mon seuil avec la petite fille sur sa hanche. Elle ne comprend pas pourquoi tu ne viens plus aux anniversaires. Emma avait 3 ans, avec les cheveux foncés de Mia et le menton têtu de mon père. Elle me regardait avec l'amour simple que seuls les enfants peuvent gérer, tendant ses petites mains avec une confiance totale que je la prendrais. Pendant un instant, les anciens schémas se sont réaffirmés. C'était ma famille. Ces liens comptaient. Les liens du sang étaient plus forts que la trahison, n'est-ce pas? Mais je me suis souvenu que le fonds d'études d'Emma, sa garderie, et même ses fêtes d'anniversaire étaient financés par l'argent que Mia avait gagné en vendant des informations qui ont fait tuer des soldats. L'enfant elle-même était innocente, mais elle était aussi un produit de cette trahison, élevée avec l'argent du sang et utilisée maintenant comme un outil pour me manipuler afin que je revienne dans le rang. Elle comprendra quand elle sera plus grande, ai-je dit à Mia, ne prenant pas l'enfant, mais ne fermant pas la porte non plus. Quand tu lui expliqueras comment sa mère a vendu des soldats français pour payer son style de vie. Le visage de Mia s'est décomposé. Tu ne peux pas punir Emma pour ce que j'ai fait. Ce n'est qu'un bébé. Je ne la punis pas. Je me protège, et peut-être que je la protège elle aussi, en lui évitant d'apprendre que trahir sa famille est acceptable si le prix est juste. Ce n'était pas comme ça, dit Mia, mais sans conviction. Les mois écoulés depuis la révélation avaient usé sa capacité à maintenir la fiction selon laquelle ils avaient été les victimes innocentes d'une manipulation sophistiquée. Tristan a essayé l'approche directe, me coinçant après une rencontre au supermarché qui semblait trop fortuite pour être accidentelle. Il avait bu, ses mots légèrement pâteux, mais son message clair. Tu as eu tout ce que tu voulais, dit-il, me suivant jusqu'à ma voiture malgré mes tentatives évidentes d'éviter la conversation. Tu as détruit la famille, tu t'es fait passer pour la victime, tu as eu toute la sympathie et l'attention que tu as toujours désiré. Ce que je voulais, c'était une famille qui ne me vendait pas aux forces ennemies. On a fait une erreur. Une putain d'erreur. Et tu l'as utilisée pour nous punir tous pour toujours.
Tu sais ce que ça a été pour nous? La honte, l'isolement, les gens qui nous dévisagent partout où on va. Les gens vous dévisagent parce que vous êtes des traîtres, ai-je dit en déverrouillant ma portière. Parce que vous avez pris de l'argent pour fournir des renseignements qui ont fait tuer des soldats français. Les soldats meurent à la guerre, a-t-il crié assez fort pour que d'autres clients se retournent. C'est ce qui arrive à la guerre. Mais les familles sont censées rester unies. Alors tu aurais dû y penser avant de choisir l'argent plutôt que la famille. Il m'a attrapé le bras alors que j'essayais de monter dans la voiture, sa poigne assez forte pour laisser des bleus. Espèce de Saint-Denis-touche. Tu te crois tellement meilleur que nous, mais tu es aussi foutu que nous tous. La seule différence, c'est que tu as trouvé un moyen de faire payer tes blessures. Je me suis dégagé et je suis monté dans ma voiture, mais ces mots m'ont suivi jusqu'à la maison. Non pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'ils révélaient à quel point ils n'avaient absolument pas compris ce qu'ils avaient fait. Dans son esprit, mon refus de pardonner était la véritable trahison. Mon insistance sur les limites était le vrai crime. Ma survie et mon succès étaient en quelque sorte des avantages injustes plutôt que des réussites méritées. L'approche de papa fut la plus insidieuse, car elle jouait sur la relation qui m'avait le plus profondément façonné. Il n'est pas venu me voir ni ne m'a appelé. Au lieu de cela, il a envoyé des messages par d'autres personnes, des amis de la famille, des parents éloignés, des gens du quartier qui se souvenaient de moi enfant. Le message était toujours le même. Il était fier de mon service, fier de ma force, mais le cœur brisé que j'ai choisi d'abandonner ma famille pour un malentendu. Il comprenait ma colère, respectait mes limites, mais espérait qu'un jour je trouverais dans mon cœur la force de pardonner. C'était une manipulation magistrale, le dépeignant comme le père patient et aimant dont le seul crime était d'aimer trop sa famille. Cela me positionnait comme la fille déraisonnable qui ne pouvait pas surmonter une simple erreur. Cela suggérait que mon refus de me réconcilier était en fait un défaut de caractère, un échec d'amour et de pardon qui me diminuait plus qu'il ne les punissait. Le plus douloureux, c'est à quel point c'était efficace. Malgré tout ce que je savais de ce qu'ils avaient fait, malgré les preuves claires de leur trahison, une partie de moi désirait toujours leur approbation, voulait toujours croire que les liens familiaux pouvaient tout surmonter. Mais j'avais appris à reconnaître ce désir pour ce qu'il était, non pas de l'amour, mais un lien traumatique. Le même mécanisme psychologique qui maintient les victimes de violences liées à leurs agresseurs, la croyance que si seulement on essaie assez fort, qu'on sacrifie assez, qu'on pardonne assez, on peut gagner l'amour inconditionnel que les familles saines offrent librement. Le tournant est venu lors d'une conversation avec ma thérapeute, une ancienne psychiatre militaire spécialisée dans les traumatismes familiaux et la trahison. Elle travaillait avec moi depuis des mois pour comprendre la différence entre le pardon et la complaisance, entre la guérison et le retour à des schémas néfastes. Ils veulent te faire croire que le pardon signifie l'oubli, a-t-elle dit lors d'une séance. Que surmonter un traumatisme signifie prétendre qu'il n'a pas eu lieu. Mais la vraie guérison reconnaît les dommages tout en choisissant de ne pas les laisser définir ton avenir. Mais c'est toujours ma famille, ai-je dit, exprimant le conflit qui me tenait éveillé la nuit. Ils m'ont élevé, aimé, soutenu à leur manière. Ils ont vendu des renseignements sur toi à des forces ennemies, a-t-elle répondu doucement. L'amour ne fait pas ça. Le soutien ne fait pas ça. Quoi qu'ils aient ressenti pour toi, c'était conditionné à ton utilité pour eux. La vérité était brutale mais éclairante. Ils ne m'avaient pas aimé. Ils avaient aimé ce que je pouvais fournir. Ils ne m'avaient pas soutenu. Ils avaient soutenu la source de revenus que je représentais. Lorsque ces choses sont entrées en conflit avec de l'argent facile, ils ont choisi l'argent sans hésitation. Comprendre cela ne rendait pas la perte moins douloureuse, mais cela rendait mes limites plus claires. Je n'abandonnais pas ma famille. Je me protégeais de personnes qui avaient prouvé qu'on ne pouvait pas leur confier ma sécurité, mon bien-être ou ma vie. 5 ans plus tard, je me tenais dans la même salle de cérémonie où la vérité avait été révélée. Mais cette fois, c'était moi qui faisais le discours. L'armée m'avait promu lieutenant, puis capitaine, reconnaissant non seulement mon dossier de service, mais aussi ma résilience face à une trahison personnelle sans précédent. Mon histoire de survie était devenue partie intégrante des protocoles de formation militaire, une étude de cas sur le maintien de la sécurité opérationnelle, même lorsque votre propre famille représente une menace. Le public était différent cette fois. De jeunes officiers, des visages frais qui avaient grandi avec les réseaux sociaux et des idées différentes sur la vie privée et la loyauté. Je les ai regardés et je me suis vu il y a 5 ans, confiante dans les liens incassables de la famille, certaine que les liens du sang signifiaient un soutien inconditionnel,
naïve quant à la facilité avec laquelle l'amour pouvait être monétisé. La sécurité ne consiste pas seulement à suivre des protocoles, leur ai-je dit, prononçant des mots que j'avais répétés mais dont je sentais encore le poids. Il s'agit de comprendre que les menaces peuvent venir de n'importe où, y compris d'endroits où l'on ne s'attendrait jamais à regarder. Après le discours, une jeune sergente s'est approchée de moi, l'expression incertaine. « Mon capitaine, puis-je vous poser une question personnelle ?» J'ai hoché la tête, reconnaissant ce regard. Je l'avais vu des dizaines de fois au fil des ans. Des soldats aux prises avec la pression familiale, avec des demandes d'informations qui semblaient anodines mais qui sonnaient faux, avec la tension entre la loyauté et la sécurité. Ma mère n'arrête pas de me poser des questions sur mon calendrier de déploiement, dit-elle doucement. Elle dit que c'est pour pouvoir planifier des visites familiales, mais quelque chose cloche. Elle n'a jamais été aussi organisée, et elle demande des détails très spécifiques. Fais confiance à ton instinct, lui ai-je dit. Et documente tout. Chaque conversation, chaque demande, chaque détail qu'elle demande. Si ça te semble suspect, ça l'est probablement. 6 mois plus tard, cette documentation a permis de découvrir une autre opération de renseignement basée sur la famille. La mère de la sergente avait été recrutée via les réseaux sociaux, ciblée par des agents qui avaient identifié des familles de militaires grâce à des publications publiques et en construisant progressivement une relation. Le schéma évoluait, mais le fond restait le même, des familles vulnérables, une pression financière et l'érosion progressive des limites autour des informations sensibles. Mon histoire était devenue un avertissement, mais aussi un guide de survie. D'autres soldats confrontés à la trahison familiale me contactaient régulièrement, cherchant des conseils pour naviguer dans le choix impossible entre la loyauté et la sécurité. J'avais appris à offrir ce dont j'avais le plus eu besoin à mes débuts, la validation que leurs sentiments étaient justifiés, des conseils pratiques pour maintenir les limites, et l'assurance que choisir l'autopréservation plutôt que les exigences familiales n'était pas égoïste. La médaille que j'avais reçue ce jour-là, il y a 5 ans, était maintenant sur mon bureau. Sa signification transformée par le temps et la compréhension. Elle ne représentait plus seulement la survie au combat, mais la survie à la trahison, à la manipulation, à la destruction systématique de la confiance par les personnes qui auraient dû la protéger le plus farouchement. Ma famille avait cessé d'essayer de me contacter il y a 2 ans, leur tentative diminuant progressivement à mesure qu'il devenait clair que le temps ne changerait pas ma position. J'entendais parler d'eux occasionnellement par des connaissances communes, le chômage continu de papa, les problèmes de santé de maman, les difficultés de Mia en tant que mère célibataire, la dernière entreprise ratée de Tristan. Les nouvelles venaient avec des questions implicites pour savoir si je reconsidérerais ma position, si assez de souffrance avait été endurée pour équilibrer la balance. Mais il n'y a pas de balance à équilibrer quand il s'agit d'une trahison de cette ampleur. Aucune conséquence ou remords ne peut ressusciter les soldats qui sont morts parce que ma famille a vendu des renseignements à leurs assassins. Aucune punition ou excuse ne peut restaurer la confiance qui a été brisée quand j'ai appris que mon propre sang avait mis un prix sur ma vie. Le plus difficile n'avait pas été de couper les ponts. Ça avait été de construire quelque chose de nouveau dans l'espace qu'ils avaient occupé. Apprendre à faire confiance à des collègues qui ne m'avaient pas trahi. Accepter le soutien de personnes qui ne me voyaient pas comme une ressource à exploiter. Croire que des relations pouvaient exister sans transaction ni manipulation. J'avais trouvé une famille parmi mes collègues officiers, des liens forgés dans le respect mutuel et un but commun plutôt que par l'accident de la naissance et la dépendance financière. Ces relations étaient choisies plutôt qu'héritées, maintenues par la loyauté plutôt que par l'obligation, renforcées par l'honnêteté plutôt que par la complaisance. La cérémonie d'il y a 5 ans avait mis fin à mon ancienne vie et en avait commencé une nouvelle. Non seulement parce que la trahison de ma famille avait été exposée, mais parce que j'avais enfin appris la différence entre l'amour et l'exploitation, entre la loyauté et la faiblesse, entre le pardon et l'autodestruction. Je servais toujours, portais toujours l'uniforme, honorais toujours les valeurs qui m'avaient façonné depuis mon engagement. Mais je servais maintenant en comprenant pleinement que certaines menaces viennent de l'intérieur, que certaines trahisons coupent plus profondément que le feu ennemi, et que la survie signifie parfois se choisir soi-même plutôt que les personnes qui vous ont façonné. La croix de la valeur militaire sur mon bureau captait la lumière de l'après-midi. Son ruban violet délavé par les années, mais sa signification limpide. Je l'avais mérité non seulement en survivant au feu ennemi à Gao, mais en survivant à la découverte que ma propre famille avait chargé les fusils pointés sur moi. Cette survie ne m'avait pas rendu amère ou cynique. Elle m'avait rendu prudente, sélective dans ma confiance, protectrice des limites qui me gardaient en sécurité. Elle m'avait appris que la famille que l'on choisit peut être plus forte que celle dans laquelle on est né.
que la loyauté se mérite plutôt qu'elle ne s'hérite, et que parfois, le plus grand acte d'amour est de refuser de cautionner les personnes qui prétendent vous aimer. Le général qui avait révélé la vérité ce jour-là avait eu raison. Ma survie était extraordinaire, non seulement parce que j'avais survécu à l'embuscade, mais parce que je m'étais reconstruite après avoir appris que les personnes en qui j'avais le plus confiance avaient orchestré ma quasi-destruction. Cette reconstruction avait pris des années. Mais elle avait créé quelque chose de plus fort que ce qui avait été brisé. En terminant ma paperasse et en me préparant à quitter le bureau, j'ai pensé à la jeune sergente qui avait fait confiance à son instinct et documenté les questions suspectes de sa mère. Elle avait choisi la sécurité plutôt que la pression familiale. Les limites plutôt que la loyauté aveugle. La vérité plutôt que les mensonges confortables. Son courage avait empêché une autre tragédie, protégé d'autres soldats du genre de trahison que j'avais survécu. Le cycle était brisé, le schéma reconnu, la menace neutralisée avant qu'elle ne puisse faire plus de victimes. C'était un héritage suffisant pour la fille qui avait autrefois cru que la famille était tout. Qui avait appris que tout a des limites. Qui avait survécu pour aider les autres à reconnaître ses limites avant qu'il ne soit trop tard. Dehors, le soleil se couchait sur la base, peignant le ciel de nuances de violet et d'or qui correspondaient au ruban sur mon bureau. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux soldats à former, de nouvelles menaces à identifier et à contrer. Mais ce soir, j'étais simplement une survivante qui avait appris à prospérer. Un soldat qui avait choisi le service plutôt que le sang. Une femme qui avait découvert que les familles les plus fortes sont celles que nous construisons nous-mêmes. On a frappé à la porte de mon appartement un mardi soir d'octobre, 6 ans après la cérémonie qui avait tout changé. Je n'attendais personne, et les visiteurs inattendus avaient appris à me rendre prudente. À travers le Judas, j'ai vu une jeune femme aux cheveux foncés familiers et au menton têtu de mon père, mais plus âgée maintenant, peut-être 16 ou 17 ans. Emma, la fille de Mia, la petite fille qui avait été utilisée comme levier dans ses premières tentatives de réconciliation. Elle se tenait seule sur mon seuil, pas de Mia planant derrière elle, pas d'embuscade familiale orchestrée, juste une adolescente avec un sac à dos sur l'épaule et le genre d'expression déterminée qui me rappelait douloureusement moi-même à cet âge. J'ai ouvert la porte mais j'ai gardé la chaîne. Emma. Tante Jeanne. Sa voix portait la formalité prudente de quelqu'un qui avait répété cette conversation. Je sais que je ne suis pas censé être ici. Maman ne sait pas que je suis venu, mais j'avais besoin de te parler. La chose intelligente à faire aurait été de fermer la porte, d'appeler Mia et de faire en sorte que quelqu'un vienne chercher sa fille, de maintenir les limites qui m'avaient gardé en sécurité pendant des années. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à étudier cette jeune femme qui partageait mes gènes, mais qui avait été élevée avec l'argent du sang, cherchant des signes de la manipulation et de la flexibilité morale qui avaient défini ma famille. Comment m'as-tu trouvé? Google. Les dossiers militaires sont publics. Tes promotions sont annoncées dans le journal local. Elle se balança nerveusement. Je suis ta carrière depuis que je suis assez grande pour utiliser un ordinateur. Je connais l'histoire de la croix de la valeur militaire, des promotions, des discours que tu donnes sur la sécurité opérationnelle. Que veux-tu, Emma? Comprendre. Les mots sont sortis d'un trait. Comprendre ce qui s'est vraiment passé, parce que l'histoire avec laquelle j'ai grandi n'a plus de sens, et j'ai besoin de connaître la vérité. Je la fixais à travers l'entrebâillement de la porte. Cet enfant qui avait été utilisé comme une arme contre moi des années auparavant, maintenant assez grande pour poser des questions embarrassantes. Elle avait les traits de Mia, mais quelque chose dans ses yeux qui me rappelait moi-même, une soif de vérité qui ne se satisferait pas de mensonges confortables. Contre tous les instincts que j'avais développés concernant la famille et la confiance, j'ai déverrouillé la chaîne et je me suis écarté. Tu as 10 minutes. Elle est entrée dans mon appartement avec l'attention prudente de quelqu'un qui cataloguait les détails, observant la précision militaire de mon mobilier, l'absence de photos de famille, la croix de la valeur militaire exposée dans un simple cadre sur mon bureau. Lorsque son regard s'est attardé sur la médaille, j'ai vu une lueur de reconnaissance traverser son visage. C'est elle, n'est-ce pas? Celle de la cérémonie. Ta mère parle de la cérémonie? Emma s'est assise sur mon canapé sans y être invitée, avec cette assurance adolescente qui m'aurait irrité de la part de n'importe qui d'autre. Elle en parle tout le temps. Comment tu as coupé les ponts avec la famille pour un malentendu? Comment tu as choisi l'armée plutôt que ton propre sang? Comment tu as brisé le cœur de grand-père et détruit la famille parce que tu ne pouvais pas pardonner une seule erreur? Le récit familier, poli par des années de répétition.
Je ne m'attendais à rien de moins. Et tu as cru cette histoire? Pendant un temps. Emma a ramené ses genoux contre elle, les entourant de ses bras dans un geste de pure vulnérabilité adolescente. Mais ensuite, j'ai commencé à poser des questions. Comme pourquoi on a déménagé 3 fois quand j'étais petite? Pourquoi grand-père ne parle plus jamais de son entreprise de bâtiment? Pourquoi maman devient bizarre chaque fois que quelqu'un mentionne l'armée ou demande de tes nouvelles? Je me suis assise en face d'elle, gardant mes distances, mais curieuse malgré moi. Quel genre de questions? J'ai trouvé de vieux relevés bancaires dans le placard de maman quand je l'aidais à déménager l'année dernière. Des dépôts qui ne correspondaient pas à son historique d'emploi. De grosses sommes d'argent qui ont commencé à peu près au moment où tu as été déployé au Mali et qui se sont arrêtées juste après ta cérémonie. Elle a sorti son téléphone et m'a montré des photos de documents financiers. 10 000 € ici, 15 000 là, provenant toujours de quelque chose appelé le Meridian Research Associates. Le nom ne me disait rien, mais le schéma était sans équivoque. Les mêmes paiements systématiques que l'enquête avait découvert des années auparavant, documentés maintenant par une adolescente qui avait hérité de plus de mes instincts d'enquêteuse que je ne l'aurais cru. J'ai fait des recherches sur Meridian Research Associates, a poursuivi Emma. La société a été dissoute il y a 8 ans, à peu près au moment où maman dit que tu as abandonné la famille. Mais avant d'être dissoute, elle faisait l'objet d'une enquête du renseignement intérieur pour être une société écran pour des services de renseignement étrangers. Elle avait fait ses devoirs, plus minutieusement que je ne l'aurais attendu de quelqu'un élevé par Mia, qui avait toujours préféré les mensonges confortables aux vérités difficiles. Cette fille avait hérité de quelque chose de mon côté du patrimoine génétique. Le besoin compulsif de comprendre, de creuser plus profond, de refuser les réponses faciles. Qu'est-ce que tu penses avoir découvert? Ai-je demandé prudemment. Je pense que ma famille a vendu des informations sur toi à des gens qui ont essayé de te tuer. Je pense que l'argent qui a payé mon enfance, mes vêtements, mon école, mes activités, provenait de la trahison de soldats français. Je pense que la raison pour laquelle tu as coupé les ponts n'est pas parce que tu es cruel ou sans pitié, mais parce qu'on a fait quelque chose d'impardonnable. Les mots flottaient entre nous comme une confession. Cet enfant, à peine assez âgé pour conduire, avait assemblé les pièces que ses parents adultes avaient passé des années à essayer d'enterrer. Elle avait suivi les preuves là où elles menaient, même quand elles menaient à des vérités qui briseraient sa compréhension de sa propre famille. Pourquoi est-ce important, ai-je demandé. Ce qui est fait est fait. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé. Parce que je vais avoir 18 ans. Parce que j'ai été accepté à l'université. Parce que chaque dossier de candidature demandait des informations sur le service militaire de la famille et que j'écrivais sur ma tante, l'héroïne de guerre, sans savoir que ma mère avait contribué à la mettre en danger. La voix d'Emma s'est légèrement brisée. Parce que j'ai besoin de savoir qui je suis vraiment avant de décider qui je veux devenir. La vulnérabilité dans sa voix me rappelait douloureusement moi-même à 18 ans, désespéré de comprendre ma place dans une famille qui n'avait jamais vraiment eu de sens. Mais là où j'avais cherché l'approbation et l'appartenance, Emma cherchait la vérité et la responsabilité. La vérité est compliquée, ai-je dit finalement. Je peux gérer le compliqué. Ce que je ne peux pas gérer, ce sont les mensonges. Alors je lui ai raconté. Pas tout. Il y avait des détails classifiés que je ne pouvais pas partager, des spécificités opérationnelles qui restaient protégées. Mais je lui ai parlé de l'embuscade, de Jacquet, Martinez et Chabot. Je lui ai parlé de l'enquête, de la collecte systématique de renseignements, de l'argent que sa famille avait perçu pour des informations qui ont fait tuer des soldats. Emma a écouté sans interruption, son visage devenant plus pâle à mesure que l'ampleur de la trahison devenait claire. Quand j'ai eu fini, elle est restée assise en silence pendant de longues minutes, traitant ce qu'elle venait d'apprendre. Maman a toujours dit que tu étais l'égoïste, dit-elle finalement. Que tu avais choisi ta carrière plutôt que ta famille, que tu étais froide et sans pitié. Mais c'est toi qui as été trahi. C'est toi la victime. J'ai survécu. D'autres non, à cause des informations fournies par ma famille. Elle a regardé la croix de la valeur militaire sur mon bureau, comprenant maintenant ce qu'elle représentait vraiment. Mon Dieu, pas étonnant que tu aies coupé les ponts. Pas étonnant que tu n'aies jamais voulu me voir. Ce n'était pas spécifiquement à cause de toi, ai-je dit, bien que ce ne soit pas tout à fait vrai. Elle avait fait partie de la manipulation, utilisée comme levier pour essayer de me culpabiliser et de me faire revenir. Tu étais une enfant. Les enfants ne choisissent pas leurs parents ni ne comprennent leurs crimes. Mais je ne suis plus une enfant.
Emma s'est levée, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la base. Je suis assez grande pour comprendre ce qu'ils ont fait. Assez grande pour faire mes propres choix sur le genre de personne que je veux être. Quel genre de personne veux-tu être? Elle s'est retournée pour me faire face et, pour la première fois, je n'ai pas vu la fille de Mia ou la petite fille de mon père, mais quelqu'un de complètement à part. Quelqu'un qui dit la vérité. Quelqu'un qui assume la responsabilité de ses actes. Quelqu'un qui ne vend pas sa famille pour de l'argent. C'est un bon début. Je veux m'engager, dit-elle soudainement. Après l'université, je veux servir comme toi. Je veux faire quelque chose qui compte, quelque chose qui aide les gens au lieu de leur faire du mal. La déclaration n'aurait pas dû me surprendre, mais ce fut le cas. Cette fille, élevée avec l'argent du sang par des gens qui avaient trahi tout ce que l'armée représentait, voulait servir son pays. Voulait honorer l'institution que sa famille avait endommagée. Le service militaire n'est pas une pénitence, lui ai-je dit. Tu ne dois ton service à personne à cause de ce que ta famille a fait. Peut-être pas, mais je me dois à moi-même la chance d'être meilleur qu'eux. D'être quelqu'un dont tu pourrais être fier. Les mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Pendant 6 ans, j'avais considéré Emma comme un dommage collatéral, une autre victime de la trahison de ma famille. Je n'avais jamais envisagé qu'elle puisse grandir et remettre en question ce qu'on lui avait enseigné. Chercher la vérité plutôt que le confort, choisir le service plutôt que l'égoïsme. Ta mère va être furieuse quand elle saura que tu es venu ici. Qu'elle soit furieuse. J'en ai marre de protéger ses sentiments en restant ignorante de la vérité. Emma a rassemblé son sac à dos, se préparant à partir. Puis-je te demander quelque chose? Penses-tu que les gens peuvent être meilleurs que leur famille? Penses-tu qu'on peut surmonter d'où l'on vient? J'ai pensé à mon propre parcours, aux années de thérapie, à la mise en place de limites et à l'apprentissage de la confiance. À la famille que j'avais construite parmi mes compagnons d'armes, des liens plus forts que le sang parce qu'ils étaient choisis plutôt qu'hérités. Je pense que nous devenons qui nous choisissons de devenir, ai-je dit. La famille nous façonne, mais elle n'a pas à nous définir. Tu peux honorer les bonnes parties de ce que tu as hérité et rejeter le reste. Quelles étaient les bonnes parties pour toi? C'était une question que je ne m'étais jamais attendu à envisager. Pendant des années, je m'étais concentré sur la trahison, la manipulation, la destruction systématique de la confiance. Mais la présence d'Emma m'a forcé à me souvenir que tout dans mon éducation n'avait pas été toxique. La résilience, ai-je dit finalement. La capacité de survivre à des circonstances difficiles. L'indépendance, la capacité de travailler dur pour ce que tu veux. Ces choses m'ont bien servi, même si elles venaient d'une source imparfaite. Emma a hoché la tête comme si cela avait du sens pour elle. J'ai eu ces choses aussi. Ainsi que la capacité de poser des questions inconfortables et de refuser les mensonges commodes. Ce sont des dons précieux. Je l'espère. Elle a fait une pause à la porte. Est-ce que ce serait d'accord si je t'écrivais parfois? Sans rien demander, sans essayer de réconcilier la famille, juste pour te dire comment je vais, pour prouver que nous n'avons pas tous fini comme eux. La demande aurait dû déclencher toutes les alarmes que j'avais développées contre la manipulation familiale. Mais en regardant cette jeune femme qui avait risqué la colère de sa mère pour chercher la vérité, qui avait découvert indépendamment les preuves de crimes que sa famille avait passé des années à nier, qui voulait servir les autres plutôt que de les exploiter, je me suis retrouvé à hocher la tête. Tu peux écrire. Je ne promets pas de toujours répondre, mais je lirai ce que tu enverras. C'est juste. Emma a hésité, puis a ajouté, pour ce que ça vaut, je pense que ce que tu as fait a demandé du courage. Pas seulement survivre à l'embuscade, mais survivre à la trahison. Établir des limites. Choisir la vérité plutôt que la loyauté familiale. Après son départ, je suis resté assise longtemps à regarder la croix de la valeur militaire sur mon bureau. Pendant 6 ans, elle avait représenté la survie malgré la trahison. La résilience face à la destruction familiale. Mais la visite d'Emma avait ajouté une nouvelle dimension à sa signification. Peut-être que la victoire la plus profonde n'était pas seulement de survivre à ce que ma famille avait fait, mais d'inspirer quelqu'un de la génération suivante à choisir un chemin différent. Emma aurait pu être élevée pour me voir comme la méchante, pour me blâmer de la dissolution de la famille, pour continuer le cycle de manipulation et d'auto-illusion. Au lieu de cela, elle avait choisi la vérité, choisi le service, choisi d'être meilleure que les personnes qui l'avaient élevée. C'était un héritage qui valait plus que n'importe quelle médaille.